Mes bien chers geekettes, mes bien chers geeks, ça y est, enfin, ça faisait 2 mois qu'on attendait, ça faisait 2 mois, on n'en pouvait plus. C'est enfin la rentrée, voilà, on est tous de retour, là où on est, à Paris, à Bordeaux, à Brest, à Marseille, à Toulon, à Lille, à Dunkerque, et on est tous réunis, enfin, après cette longue séparation, après cet été tout pourri avec de la canicule, de la pluie, et enfin, on va pouvoir retrouver nos rubriques. Alors, il y aura la critique de Insanely Twisted Shadow Planet, il y aura No Life Emploi IRL, c'est une nouvelle rubrique, et oui, comme quoi, vous voyez, ça change. Et puis, il y aura aussi Temps perdu, Rétro et magique, et on commencera par des news. Et après, je vous raconterai ce merveilleux été tout pourri. Vous souvenez-vous de l'Arche du Capitaine Blood? Un épisode de Retro & Magic avait été consacré à cette aventure métaspatiale. N'hésitez pas à y jeter un œil sur No Life Online. Une nouvelle version de ce jeu mythique est actuellement en chantier sous le nom de Captain Blood Legacy. Ce projet bénéficie du soutien des créateurs de l'original, Philippe Ulrich et Didier Bouchon. Captain Blood Legacy n'en est encore qu'à ses débuts, mais on ne peut que soutenir cette belle initiative visant à ressusciter l'un des jeux les plus originaux jamais conçus. Cosplay, fanzine yaoi et stand de doujinshi seront de retour dans le parc de Bercy pour l'édition 2011 du festival Harajuku, le seul festival en plein air. L'entrée est gratuite, l'ambiance est conviviale et ça aura lieu les 10 et 11 septembre de 10h à 19h. Activision, le leader mondial du jeu vidéo, lâche difficilement ses licences. C'est la raison pour laquelle, 3 ans après, des personnages comme Spyro le dragon reviennent sur le devant de la scène. Le prochain épisode, baptisé Skylanders, proposera toutefois d'incarner beaucoup d'autres personnages ayant chacun des compétences uniques dans un jeu d'action basé sur un principe de figurines. Pour les incarner, il faudra en effet les placer sur un périphérique appelé Portal of Power et donc les acheter préalablement. Un principe qui nous rappelle de loin The Eye of Judgment sur PS3, mais qui mise surtout sur la collectionnite des joueurs et des enfants en particulier, le jeu ciblant un public plutôt jeune. Une pratique qui énerve, tout autant d'ailleurs que le nouveau design du dragon, qui ne fait définitivement pas l'unanimité. Le jeu sortira tout de même le 14 octobre prochain sur toutes les nouvelles plateformes et sera vendu avec le Portal of Power et 2 figurines. Parce que l'été, c'est quand même la saison la plus pourrie de l'année. Soit on bosse pendant que les autres ne foutent rien, soit on fout rien, on va à la plage, on se chope des cancers de la peau, parfois même on va à Paris-Plage, il n'y a même pas la mer, c'est n'importe quoi. Non, c'est vrai, en été il y a quand même un truc qui est pas mal, c'est le Summer of Arcade sur le XBLA. C'est un petit peu la quintessence des jeux de l'été, et là justement la critique va parler de Insanely Twisted Shadow Planet. Vous allez voir, Thierry m'en a parlé et m'a montré le trailer, c'est pas n'importe quoi. Insanely Twisted Shadow Planet a d'abord fait parler de lui pour une chose. Il a été créé et designé par Michel Gagné, un grand nom de l'animation, ayant travaillé sur plusieurs Pixar dont Ratatouille et Les Indestructibles, mais également des dessins animés 2D de la grande époque Don Bluth, ainsi que sur le merveilleux Géant de fer pour les anciens studios d'animation Warner Bros. Un très joli CV que nous ne faisons ici que survoler. Insanely Twisted Shadow Planet est son premier jeu vidéo, réalisé en collaboration avec Joe Olson et son équipe à Fuel Soul Games, composée d'une quinzaine de personnes. Il est sorti cet été en téléchargement sur la Xbox 360, dans le cadre du Summer of Arcade, qui est censé réunir chaque année la crème de la crème des productions téléchargeables. Autant dire que nous n'avons pas été déçus. Le jeu bénéficie non seulement d'une très belle direction artistique, à la fois forte et originale, mais en plus, il renvoie par sa dimension exploration affirmée à de grands classiques du jeu vidéo, tels que Super Metroid ou Turrican. Poussant le joueur à réfléchir un peu plus qu'à l'accoutumée, il propose une expérience extrêmement séduisante, sinon tout à fait originale. On pense ainsi beaucoup à la série Pixel Junk Shooter. Dans Insanely Twisted Shadow Planet, que l'on pourrait traduire par planète de l'ombre torturée à la folie ou encore planète fantôme follement tordue, vous êtes l'extraterrestre. Pas un extraterrestre belliqueux, non, mais un petit E.T. tout gris, visiblement porté sur la technologie, qui se voit confronté à un phénomène inhabituel.
Une espèce de météorite s'écrase en effet sur une planète Soleil pour la dévorer et balancer ensuite tout un tas de spores, un peu comme dans Starship Troopers, qui transforme sa propre planète en un monstrueux entrelac de tentacules et autres monstruosités mécaniques. Il prend de rechef le contrôle d'un UFO et part à la recherche de mystérieuses boules d'énergie profondément enfouies dans les entrailles de sa home planet. On n'en saura pas plus. Aussi belles soient-elles, les cinématiques sont en effet muettes et laissent une large part à l'imagination, se faisant ainsi le reflet du gameplay qui, lui, laisse une large part à la réflexion. Chaque cinématique est un enchantement en soi et reprend le style d'interlude créé par Michel Gagné en 2005 pour la chaîne Nickelodeon à l'occasion d'Halloween. En voici quelques extraits donnant une bonne idée de la patte de l'artiste qui contribue grandement au charme unique du jeu. Le petit UFO contrôlé ne peut pas faire grand-chose au début, sinon scanner ce qui l'entoure, faisant ainsi apparaître des indices et informations souvent mystérieuses que le joueur aura le soin de décrypter. Très vite, il trouvera un grappin que l'on pourra articuler à l'aide du stick droit, le gauche servant au déplacement du vaisseau. Du coup, on pense tout de suite aux excellents Pixel Junk Shooters sortis sur le PlayStation Network. Mais là où les jeux de Q-Games alignaient une série de niveaux fermés, Insanely Twisted Shadow Planet, lui, propose un monde relativement ouvert composé d'environnements connectés les uns aux autres de diverses façons. Le jeu fait ainsi la part belle à l'exploration, celle-ci étant sans cesse facilitée par la découverte de nouveaux gadgets que l'on pourra activer via une roue ou attribuer aux 4 boutons du pad qui servent de raccourci. Parmi les gadgets à collecter, on a le tir de base, les missiles guidés, le bouclier, la scie circulaire, le rayon laser ou encore un flux magnétique permettant de déplacer certains artefacts. Ces différents gadgets pourront dans certains cas être upgradés en collectant les bonus planqués dans les niveaux. Du coup, cette profusion d'équipements à récupérer renvoie à Super Metroid qui constitue clairement l'inspiration majeure du jeu. Les puzzles proposés ainsi que les patterns des boss sont toujours bien pensés et mis en scène, même si ces derniers ne sont pas aussi originaux que l'on aurait pu penser ou le souhaiter. Ceci dit, il faudra quand même faire marcher son imagination et le moteur physique réaliste du jeu permet de s'amuser de diverses façons avec les gadgets du vaisseau. Placer des cristaux dans les spots appropriés pourra ainsi constituer un challenge quasi épique, et un minimum d'adresse et de coordination s'avère nécessaire. Très agréable à prendre en main, Insanely Twisted Shadow Planet se joue incontestablement avec un certain émerveillement. On prend ainsi plaisir à découvrir sans cesse de nouveaux décors et des structures aussi belles qu'étranges avec lesquelles il est possible d'interagir. Aux facettes exploration-réflexion du jeu vient se greffer une petite dimension shoot, entre R-Type et Pixel Junk Shooter des plus agréables. Mais celle-ci est loin d'être prédominante, de nombreux ennemis pouvant tout simplement être évités. À la campagne solo, s'ajoute un mode multijoueur jouable jusqu'à 4 en local et sur le live, appelé Course à la lanterne. Orienté coop, ce mode est une course-poursuite où l'objectif est d'aller le plus loin possible dans des niveaux générés aléatoirement. Et il faut faire vite, des tentacules géants étant à la poursuite des joueurs. Pour corser un peu les choses, il est nécessaire d'avancer en trimballant à l'aide du grappin au moins une lanterne, histoire d'éclairer le niveau. À 4 joueurs, 4 lanternes peuvent être déplacées. Si toutes les lanternes sont perdues, la partie l'est également pour tous les joueurs. Il sera donc nécessaire de s'entraider et de bien coordonner ses actions, histoire de ne pas se coincer ou de se faire dépasser par les événements. Ce qui n'aura rien d'évident si les joueurs se contentent de faire bêtement la course comme ici. S'il était sorti il y a 2 ou 3 ans, Insanely Twisted Shadow Planet aurait déclenché un enthousiasme démesuré. On aurait hurlé au génie en parlant de la direction artistique, loué l'originalité du gameplay. Bref, on se serait méchamment emballé. Et à raison, le jeu étant excellent. Sauf qu'aujourd'hui, les développeurs de jeux téléchargeables sur PSN, XBLA et dans une moindre mesure WiiWare nous ont abreuvés de titres repoussant sans cesse les limites en termes d'originalité, tant visuelle que ludique.
Outland, Limbo, Pixel Junk Shooter, Shadow Complex, Bangai-O HD, Missile Fury, The Undergarden, nous sommes repus, comblés et nettement moins impressionnables qu'auparavant. Ce qui est bien sûr une bonne chose et la preuve de l'incroyable qualité des jeux sortant aujourd'hui sans boîte. Du coup, on peut se la jouer un rien exigeant. Magnifique, le jeu rappelle cependant un peu Outland d'un point de vue graphique. Aussi ingénieux soit-il, son level design rappelle quant à lui celui de Pixel Junk Shooter 2. Et le côté open world du jeu ne suffit pas à lui procurer une durée de vie des plus conséquentes. Vous aurez ainsi fait le tour de la campagne solo en quelques heures seulement, et si certaines énigmes pourront vous bloquer de longues minutes, la profusion de checkpoints et les vies illimitées ont tendance à diminuer le challenge offert. L'expérience proposée n'en reste pas moins excellente et on conseillera fortement ce titre à tous les amateurs de mondes étranges à explorer et de gameplay, au pluriel, soigné. Et puis la rentrée, on rentre. Comme c'est la rentrée, on retrouve tous nos collègues, tous nos gentils collègues, on retrouve notre gentil travail, notre gentil bureau, et parfois même on retrouve l'école, et il y a des petits nouveaux. Alors les petits nouveaux, ils arrivent, ils savent pas encore où se mettre, ils se mettent dans un coin à côté du radiateur. Et là, c'est par exemple le cas de la rubrique qu'on n'a pas mis à côté du radiateur, on l'a mise au premier rang, c'est No Life Emploi IRL. Bon, vous connaissez déjà sur le site de No Life la possibilité de mettre son CV en ligne. Et bien là, justement, on va interroger les recruteurs pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Hein, parce que bon, du travail, il y en a, si on cherche bien. Bande de feignants. Bienvenue dans No Life Emploi IRL. Nous allons vous présenter un employeur potentiel. Détendez-vous, tout va bien se passer. Cravate ou pas cravate ? Pour un artiste, une cravate serait une faute de goût. Donc définitivement, pas de cravate. Profil recherché. Ce qui nous intéresse chez les artistes, c'est leur façon de penser. De toute façon, quand on sélectionne des candidatures, on leur fait passer un test pour voir comment leur style de dessin peut s'adapter à notre univers. Et qu'est-ce qu'il peut nous apporter comme enrichissement et comme créativité. Ça, c'est absolument indispensable pour un graphiste. Et puis après, une fois que cette partie-là est passée, c'est une discussion avec presque l'ensemble de l'équipe pour voir s'il y a affinité. Niveau d'études et expérience. Alors pour les artistes, c'est assez variable. En général, ils font souvent une école qui donne un bac+2. Mais là encore, c'est plus leur portfolio et le résultat du test qui va faire qu'on va choisir de continuer avec cette personne ou pas. Rémunération et évolution. Alors je vous dirais que ça, c'est presque plus les artistes qui, eux, le savent. Et quand on est en entretien, quand je leur demande quelles sont leurs prétentions salariales, en fait, en général, on s'aligne dessus. Nos artistes ne viennent pas, par contre, du monde du 3D. C'est seulement de la 2D, ce qui fait peut-être une différence au niveau des salaires. On travaille en CDI, seulement avec les artistes. Maintenant, si on a un coup de bourre, on peut faire appel à des freelances, mais de façon extrêmement ponctuelle, et c'est pas du tout l'idée que de remplacer nos salariés. À éviter absolument. Venir en costume cravate ? Non. De démontrer que nos jeux ne sont pas très intéressants pour eux d'un point de vue artistique. Ça veut dire qu'on va sentir que même si cette personne a des compétences artistiques certaines, elle va s'ennuyer et la personne n'est gagnant. Donc on veut des gens qui se sont intéressés un peu à nos jeux avant et un petit peu joué et y trouvent un intérêt, tout simplement. Merci d'avoir suivi ce vidéogramme d'information. La sortie est par ici. Au revoir, on vous rappellera. À la rentrée, on retrouve parfois des petits nouveaux, mais on retrouve aussi les anciens, ceux ils étaient déjà là l'année dernière, parfois même l'année d'avant, les redoublants, quoi. Nico Robin, ça fait 4 ans. 4 ans qu'il repique chaque année. J'en parlais à sa mère m'en parlait, elle me disait « C'est pas étonnant, il passe tout son temps sur son ordinateur. » Il faut pas s'étonner, voilà, temps perdu. Bonjour, il fait vaguement beau dehors, la crise n'en finit plus de criser, votre morale est à zéro et bientôt rester au travail n'aura plus aucun intérêt.
Voilà, c'est la rentrée, yahoo! Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu! Ouais, c'est la rentrée, disons donc, c'est la rentrée comme un bon gros pourcentage de notre sympathique population française, vous n'êtes pas partis en vacances. Mais heureusement pour nous, certains créateurs de jeux vidéo non plus. Du coup, durant l'été, il y a eu plein de trucs cool sur le net, mais alors vraiment plein de trucs. Tout d'abord, et même s'il s'agit de l'un des événements les plus récents, sachez qu'il vous reste encore 6 jours et quelques heures, sauf en cas de rediff, pour voter pour l'un des 599 jeux qui ont été développés lors de la 21e Ludum Dare du 19 au 22 août dernier. Ludum Dare, pour les non-initiés, c'est un concours où les participants n'ont que 48 heures pour les solistes ou 72 heures pour les équipes pour concocter un jeu sur un thème imposé. Ce dernier était cette fois-ci le mot anglais escape. Du coup, plein de trucs fun, intelligents, glauques ou parfois complètement idiots. Et avouez-le, 599 jeux, ça en fait du temps à perdre, non? Un peu moins de temps à perdre ici, mais si vous aimez les jeux indés, il y a de fortes chances que vous allez guetter comme moi l'arrivée plus si lointaine de Indie Game, The Movie, de James Swirsky et Lisanne Pajot. Ce documentaire, produit grâce aux dons de différentes communautés de gamers sur le net, est en gestation depuis plus d'1 an. On y croise les géniaux créateurs de Super Meat Boy, de Fez ou encore du génialissime Braid. Bon, bien sûr, pour l'instant, rien n'est prévu pour une sortie française, mais on peut toujours espérer que, par un moyen ou un autre, ils réussissent à débarquer sur notre bon vieux plancher des vaches. À propos de vaches d'ailleurs, dans Mosquito & Cause, vous incarnez un moustique. Un sympathique moustique qui, plutôt que de venir hanter mes nuits, a décidé qu'une bonne grosse c'est quand même bien plus fourni en sang qu'un pauvre chroniqueur en panne d'inspiration, bloqué devant son ordinateur à 5h du matin. Et d'ailleurs, ce moustique, c'est vous qui allez l'incarner. À vous donc de devenir aussi vil, fourbe, moche et teigneux que lui, et d'imaginer par quel stratagème vous allez réussir à endormir votre proie pour pouvoir lui pomper les nerfs et accessoirement les veines. C'est pas spécialement défoulant, mais on m'a toujours dit qu'il fallait savoir penser comme l'adversaire. Une sorte d'initiation à la grande guerre contre les trucs qui font bzzz et aux claques dans la tronche, donc. Et à propos de tronche, Paul et Percy ont de drôles de tronches, justement. Tellement drôles qu'en plus ils ont la même de tronche. Mais un jour, ils se retrouvent coincés l'un et l'autre de chaque côté d'une sorte de barrière quantique, et que même si c'est pas ça, c'est pas grave, parce que quand on sait pas, on dit quantique et ça marche quand même. Bref. Mais s'ils ne sont pas ensemble, ils peuvent tout de même s'entraider en poussant des blocs marrons par exemple, et ainsi se diriger l'un et l'autre vers un téléporteur quantique sans doute lui aussi, et ainsi progresser dans leur aventure. Et ça c'est bien car l'aventure, on aime tous ça. Bon. Et vous, chers aventuriers, j'ai bien vu que vous aviez vu que Prune avait débarqué sur PC fin juin dernier pour la modique somme de rien du tout, que dalle, Ponlib. Enfin, si vous êtes généreux et altruiste, vous pouvez donner aux développeurs la somme que vous voulez, de 0 à 3 milliards d'euros. Ça ne regarde que vous et vos niches fiscales. Enfin bon, tout ça pour dire que la course de boules cartonne bien et qu'il serait dommage de passer à côté. De passer à côté du trou. Elle était bien bonne celle-là. Ouais bon, tout ça pour dire que si vraiment vous teniez à voir un peu le soleil cet été, vous auriez pu vous adonner au plaisir avoué de Wonderpot, car en effet, comme chacun sait, le golf ça se pratique en plein air, sur le web, au bureau. Enfin je me comprends. Bon, un petit golf miniature au design super beau tout mimi, ça se refuse pas, et je ne saurais trop vous conseiller de vous y essayer, tant qu'il fait encore un petit peu beau dehors de l'autre côté du mur sans fenêtre de votre bureau. Bon, bien sûr, il s'est passé bien d'autres choses durant cet été pas si chaud, et si vous le voulez bien, nous essaierons ensemble d'en découvrir de nouvelles merveilles la semaine prochaine, avec de nouveaux jeux, des jeux des amis, d'autres jeux des amis, même que c'est eux qui les ont fait les jeux, et des trailers à ne plus savoir qu'en faire, bref, que du bon pour passer du temps agréablement. Et ça, je n'en doute plus, vous le savez, ça tombe plutôt bien, car il ne faudrait surtout pas oublier que, pour gagner plus, jouer plus. Enfin, tant que vous pouvez encore. Mais le plus émouvant quand même, c'est de retrouver, année après année, son vieux professeur. Celui qui nous suit depuis qu'on est tout petit, comme ça, qui arrive avec son petit attaché-caisse, sa blouse blanche, ses cheveux tout rouges, et puis ses manies. Sa manie, par exemple, des jeux en 3D isométrique.
Et il revient, et toujours des gens en 3D isométrique, partout. On croyait qu'il n'y a que ça. Sacré prof Pirou. Si on se souvient surtout d'Origin Systems pour les séries Wing Commander, Ultima et System Shock, le développeur américain sut également apporter sa pierre à l'édifice du jeu d'action à la troisième personne avec la série des Crusaders. À la fin du XXIe siècle, la Terre est aux mains du Consortium économique mondial, ou WEC en anglais, né de l'union des différentes mégacorporations. Le contrôle du WEC sur la planète n'est ni plus ni moins qu'un régime totalitaire noyant la population sous les impôts et réprimant dans le sang toute velléité de liberté. Évidemment, un mouvement de résistance ne tarde pas à s'organiser pour tenter de renverser ce régime. Le joueur incarne un silencer, une sorte d'agent d'élite génétiquement modifié chargé d'effectuer les basses besognes du WEC. Un beau jour, ce silencer et son escouade refusent d'ouvrir le feu sur des civils. Immédiatement, le WEC tente de les éliminer. Le joueur est le seul survivant. Connu uniquement sous le nom de Capitaine, le Silencer rejoint la Résistance. D'abord traité par la crainte et la suspicion, le capitaine gagne la confiance du général Maxis, lui-même ancien officier du WEC ayant changé de bord. Comme vous le savez sans doute, notre QG croit que vous êtes un espion en fait. Grâce à ses aptitudes supérieures à la moyenne, le joueur va se voir confier des missions dangereuses, dont la finalité sera la destruction d'une arme orbitale du WEC. Représenté en 3D isométrique, Crusader No Remorse innovait pour l'époque en proposant un contrôle via le combo clavier plus souris. Ah, que de joueurs avaient alors pesté contre cette combinaison désormais devenue la norme. S'il faut un petit temps d'adaptation avant de maîtriser les contrôles, il faut bien admettre que notre Silencer a à sa disposition une palette de mouvements impressionnante. Course, pas chassé, roulade... Des mouvements qu'il faudra apprendre à maîtriser pour espérer survivre, le jeu proposant une difficulté toujours plus élevée tout au long de sa vingtaine de missions. Heureusement, le capitaine peut compter sur un arsenal allant du fusil à pompe au canon plasma en passant par des fusils laser et autres lance-grenades, chacune accompagnée de différentes animations de mort chez les ennemis. De nombreux éléments de décor sont également interactifs, et il est possible de les utiliser comme couverture ou piège mortel pour les forces du WEC. Le capitaine pourra même prendre le contrôle de mecha à différents moments du jeu. Entre deux missions, il est possible de revendre l'équipement trouvé pour personnaliser l'attirail du Silencer en vue de son prochain objectif. Cette richesse du gameplay vient apporter un peu de renouvellement salutaire, car il faut bien avouer que l'impression de toujours faire la même chose commence à s'installer après les 10 premières missions. Conçu par le designer Tony Zurovec, révélé par son travail sur Ultima et produit par Warren Spector, futur créateur de Deus Ex, Crusader No Remorse utilise une version grandement améliorée du moteur graphique d'Ultima 8, permettant l'affichage de graphismes très fins et détaillés en SVGA. On retrouve la patte Origin Systems au travers de l'emploi de scènes cinématiques tournées avec de vrais acteurs, tout comme dans la série des Wing Commander. D'ailleurs, de nombreux indices laissent supposer que les aventures du Silencer se déroulent dans le même univers que le space opéra d'origine. Le background de la série Wing Commander fait référence au WEC qui a entre-temps été supplanté par la Confédération terrienne. Enfin, impossible de ne pas citer l'excellente bande-son du jeu composée par Daniel Gardopé et Andy Sega, plus connus sur la scène des Demo Makers sous le pseudo Necros. Crusader No Regret est la suite directe de No Remorse, et commence d'ailleurs 46 heures après la fin du premier épisode. Après avoir saboté la station spatiale Vigilance du WEC, le capitaine s'échappe à bord d'une navette. Après quelques heures passées à dériver dans l'espace, la navette est arraisonnée par un vaisseau de transport du consortium. Le Silencer parvient à se cacher à bord et arrive bientôt sur la Lune, où le WEC possède une installation minière, véritable goulag où finissent les rebelles capturés. Le capitaine va alors s'employer à libérer les prisonniers et détruire l'installation pour porter un nouveau coup dur au WEC. Mais le Premier ministre Dregan n'apprécie guère de voir le Silencer fourrer son nez dans ses petites affaires et est bien décidé à le mettre hors d'état de nuire. Crusader No Regret possède des graphismes un peu plus fins que son prédécesseur, mais c'est bien la seule différence notable entre les deux jeux.
Le gameplay et les contrôles sont restés strictement identiques et on regrettera juste la disparition des phases d'achat et vente entre deux missions qui rendent le jeu encore plus linéaire. No Regret n'en reste pas moins un excellent jeu d'action qui est juste un peu redondant pour qui a déjà fini le premier épisode de fond en comble. Un troisième épisode baptisé Crusader No Mercy fut annoncé. Une fois de plus très similaire aux deux précédents titres de la série, sa plus grosse innovation aurait été l'inclusion d'un mode multijoueur. Malheureusement, Origin ayant décidé de consacrer ses ressources à Ultima Online, le projet fut annulé et il n'en reste qu'un simple screenshot. Peu de temps après, Tony Zurovec quitta Origin aux côtés de Chris Roberts pour fonder le studio Digital Anvil. Le Silencer semble donc avoir été définitivement réduit au silence. Vous l'aurez compris, plus la peine de vous faire un dessin, je vous ai déjà fait 5 plateaux avec ça. Ce qu'il y a de mieux dans la vie, c'est la rentrée. Voilà. Il y en a qui vont dire quand même que le mieux, c'est de pouvoir rentrer en soi, mais moi, vous voyez, je suis plutôt ex. Alors des bisous.